Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Si on allait mieux. J'espère que Max va toujours de mieux en mieux. Toujours. Ou est-ce que tu apprends des choses au moins? C'est la question que je me pose. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant avec ton émission, c'est qu'on apprend plein de choses. Bon, tu sais que nous sommes de plus en plus nombreux des abonnés. On les remercie. C'est ça qui est bien. On dit bonjour aux nouveaux abonnés. Bonjour. Et donc il faut parler autour de vous, hein. Bah oui. Il faut abonner. Mais hein. oui, il faut plein d'abonnés comme voilà, ça. Tu en parles autour de toi? Bah bien sûr. Bon, bah je compte sur toi. Hein. Je vérifierai le nombre d'abonnés que tu vas nous ramener. D'accord. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez me proposer un thème ou un invité, il suffit de m'écrire à françois@btlv.fr. Pour contacter François Demier, envoyez un mail à françois@btlv.fr. Bonjour Michael Defay. Bonjour. J'ai bien prononcé ton nom? Oui, très très bien, oui. Bon. Merci François. Parce qu'il y a aussi alias Bramadeo. Oui, c'est un autre nom par lequel je suis connu un tout petit peu aussi, oui. Bon, bah alors lequel on utilise, faut me dire, hein. Non, Michael, c'est très bien. Bon, Michael. Les personnes disent Michael. Alors, on s'est rencontrés, c'est pour ça que je te tutoie il y a quelques semaines, par hasard, par synchronicité, je ne sais pas. Et donc, j'ai trouvé que tu n'étais pas un extraterrestre, mais un terrestre extra. Ah bon, d'accord. Ben écoute, ma foi, oui, pourquoi pas. Alors, tu transmets l'art du moment présent au travers des différents enseignements que tu as reçus dans ta vie. Tu proposes de nombreuses formations et consultations individuelles dans le cadre du bien-être. Donc, tu es en plein thème dans le thème de l'émission, comme je t'avais dit la fois où on s'est vu. La spiritualité, la conscience et la médecine alternative. Tes domaines d'action sont présents à tous les niveaux, physique, mental, et émotionnel et spirituel. Alors, dis-moi, comment tout cela a-t-il commencé au départ? Est-ce que tu as toujours été un terrestre extra? Je pense que nous tous, on arrive sur cette terre en tant que extra. Et puis, plus ou moins vite, ça dépend un peu des uns et des autres. Cet extra prend des formes très très diverses et même et va explorer différents pôles. Et donc, moi, je fais partie de tous ces extras qui sont arrivés et qui ont eu une partie de leur vie où en effet on vit cet extra, et puis une autre partie où cet extra prend des formes complètement contraires. Voilà. Donc moi, dès mon plus de jeune âge, j'ai vraiment vécu ces deux formes. J'ai vécu, on va dire, une vie heureuse, où j'ai eu un bel accueil, et en même temps, j'ai eu aussi une vie complètement malheureuse, où cet accueil, je ne le reconnaissais absolument pas, sous d'autres formes. Alors aujourd'hui, comment on peut te présenter? Qu'est-ce que tu as marqué sur ta carte de visite ou sur la plaque devant ta maison? Alors ça, c'est assez divers comme tu viens de l'énoncer. Moi, j'aime dire que j'accompagne les gens, tout simplement, à travers les différentes expérimentations que j'ai faites. Et comme j'ai pu explorer de multiples formes aussi de la vie qui sont plutôt destructives, comme j'ai pu connaître de multiples accidents, j'ai connu de multiples dépendances, la vie sous toutes ses formes. Beaucoup de personnes ont cru au début que j'étais un petit ange qui venait sur Terre, et c'est vrai que j'avais depuis mon plus jeune âge une sorte de résonance intérieure qui m'appelait à aider, mais quand on est un enfant à bas âge, cela ne veut rien dire. Et puis je me suis mis en quête, et puis je me suis complètement perdu aussi, éloigné de qui j'étais, vers l'âge de 14-15 ans, où d'abord je me suis libéré de quelque part toutes ces cases dans lesquelles on veut nous introduire, libérer un peu de toutes ces limitations aussi. Et puis cette liberté m'a aussi, à un moment donné, été nocive pour moi, parce que je me suis éloigné de moi, je me suis un peu enfoncé dans de multiples
je dirais dépendance, l'alcool, les drogues, des accidents multiples, des échecs de vie, et puis quelque part aussi un tournement psychologique. Ça a été un peu le gros bordel, comme on dit en Belgique. Voilà. Alors justement, on l'entend un petit peu à ton accent. Tu es en Belgique, tu es belge. Oui. Alors est-ce qu'il y a des différences entre l'état d'esprit français et belge, ou pour toi tous les êtres humains, on est tous pareils? Alors, à la base, on est tous pareils. Quand on creuse un peu, quand on va voir derrière les façades, on trouve que le fond est le même. Et donc, moi, j'ai eu cette chance de rencontrer énormément de personnes. Et puis, surtout, de pouvoir tous leur poser pratiquement la même question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est la question que j'ai posée à des centaines de milliers de personnes. Et quand on pose cette question systématiquement, on découvre, c'est vrai que nous avons des cheminements qui sont très divers les uns des autres, mais en fin de compte, on cherche la même chose, et en fin de compte, on a les mêmes besoins. Et souvent aussi, si on creuse encore un peu plus loin, on voit que la racine, la cause de nos mal-être sont souvent très très semblables et reviennent surtout à une et la même cause, c'est-à-dire que quand on vient au monde, on comprend tous très très rapidement que s'il nous faut une seule chose pour survivre, c'est de l'amour. Et cet amour, on le reconvertit en reconnaissance. Et donc, dès le plus jeune âge, l'enfant essaye de recevoir cette reconnaissance. Et malheureusement, très rares sont les enfants qui reçoivent une reconnaissance, je dirais, inconditionnelle. Et les reconnaissances que nous avons aujourd'hui sont toujours conditionnées. Et l'enfant en arrive à un point, à un moment donné, à se dire, si je suis tout simplement moi, j'aurai pas ce qu'il me faut absolument, c'est-à-dire cet amour, cette reconnaissance. Et l'enfant commence à mettre des masques, à jouer des personnages et à s'éloigner de ce qu'il est réellement. Ce qui nous mène un jour à nous dire, mais je ne sais plus qui je suis. Je ne sais absolument plus qui je suis. Et c'est bizarre parce que je fais tout pour les autres, et plus je fais pour les autres, et moins j'ai de la reconnaissance. Et j'ai beaucoup de gens comme ça qui arrivent chez moi et qui ont ce même discours. Et je leur dis, c'est normal. Vous ne pouvez pas recevoir de la reconnaissance d'autrui si vous-même, vous n'avez aucune reconnaissance pour vous, puisque vous dites oui alors que dans le fond, vous voudriez dire non, et vice-versa. Donc il faut commencer par être égoïste et s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres? Être à son écoute, c'est loin d'être égoïste, et c'est vrai que on a souvent cette illusion de croire que s'occuper de soi, c'est un égoïsme. Mais en fait, la réalité, c'est que et c'est un leurre de croire qu'on peut donner quelque chose que l'on n'a pas soi-même. Donc, si on n'arrive pas à s'occuper de soi, comment est-ce qu'on voudrait pouvoir s'occuper de qui que ce soit d'autre? Et ça, c'est la grande illusion dans laquelle nous vivons. C'est de croire que d'abord s'occuper de soi, c'est de l'égoïsme. C'est faux, complètement faux. Parce que si on arrive à s'occuper de soi, si on arrive à rayonner, on donne un certain exemple. Et moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui est heureux, ça m'attire. J'ai envie de l'imiter, j'ai envie quelque part de plonger dans son rayonnement, dans cet équilibre que cet être a pu créer dans sa vie. Et c'est la seule et unique manière quelque part où on peut aider quelqu'un d'autre, où on peut partager quelque chose, parce que tout simplement on a pu le cultiver nous-mêmes. On ne peut pas changer quelqu'un d'autre, c'est impossible de changer quelqu'un d'autre. Ça s'appelle de la manipulation. Par de la manipulation ou par de la bienveillance. Je connais beaucoup de mamans, je connais beaucoup de papas qui essayent de changer leurs enfants parce qu'ils ont un jugement qui pense être, disons, juste, dans le juste. Et donc, par notre jugement, nous essayons toujours de changer, ou souvent, nous essayons de changer l'autre, que ce soit à travers les couples, dans la famille, dans les relations professionnelles, parce que nous jugeons avoir raison.
et que l'autre a tort. Et donc, partant de ce jugement, nous pensons devoir aider ou changer l'autre. Et pourtant, dans ma perception, je pense que nous avons tous raison dans notre angle de vue. Donc nous sommes un peu plus de 7 milliards de personnes maintenant sur Terre, et donc nous avons plus de 7 milliards de réalités. Justement, c'est la question que je voulais te poser. On est 7 milliards, comme tu disais à l'instant. Il y a des millions de thérapeutes, des millions de gens qui veulent aider les autres. Alors pourquoi ça ne va pas mieux ? Alors pourquoi ça ne va pas mieux ? Tout d'abord, là de nouveau, c'est un angle de vue. Pourquoi ça ne va pas mieux ? Si on passe notre temps à regarder le journal parler, je peux très bien comprendre qu'on se dise pourquoi ça ne va pas mieux, ça s'empire, parce que plus on regarde les nouvelles et moins il y a des nouvelles positives. D'ailleurs, il n'y en a pas. Si on regarde... Ça ne marche pas, les nouvelles positives, ça n'intéresse personne. Hein. De quoi ? Les nouvelles positives n'intéressent personne lorsqu'ils font des sondages en télévision. Alors là, je suis désolé, je dois contredire. J'ai créé un groupe sur Facebook qui est le journal de nouvelles positives, et ce groupe augmente. Il y a très peu de personnes qui sortent de ce groupe, donc il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont à la recherche justement de se nourrir de manière positive, que ce soit au niveau de l'alimentation physique, mais aussi psychique et émotionnelle. Je pense que c'est essentiel de faire très attention de la manière dont on se nourrit. Aujourd'hui, on commence à avoir une conscience par rapport à la nourriture physique. On commence à savoir que si on mange des bons fruits, des bons aliments dépourvus de produits chimiques, on peut retrouver une santé plus ou moins équilibrée et saine, mais ça équivaut aussi pour la nourriture verbale et visuelle aussi. Et donc, j'encourage tout le monde à faire le test. Passer 3 semaines sans regarder des informations de type négatif, essayez de vous nourrir uniquement d'audiovisuel, que ce soit dans vos conversations avec quelqu'un, que ce soit dans un magazine, un livre ou à travers les médias tels que la télévision, Internet, etc. Passez 3 semaines juste à essayer de focaliser sur les choses positives. Je vous assure déjà que vous allez découvrir qu'il y a plein de choses très très belles et positives qui sont en train de se produire maintenant, pendant qu'on parle. Et en plus de cela, vous allez voir que cela va vous aider à cultiver et à focaliser plutôt sur la solution que de pointer le doigt sur le problème. Ça c'est intéressant, mais on peut pas non plus mettre un couvercle sur les mauvaises nouvelles. Il y a des très beaux films qui ont des vibrations négatives, et pourtant ce sont des beaux films qu'il faut connaître, ou des belles peintures qui sont pas très positives. Alors il faut vraiment mettre un chapeau sur tout ça et ne regarder que ce qui est de positif. Non, absolument pas. Il est question de faire un jeûne de temps en temps. D'accord. Il n'est pas question de mettre un chapeau sur quelque chose, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez y changer ? Voilà. Moi, quelque part, les nouvelles qui viennent à moi, je les accepte sans condition. Mais je ne vais pas me nourrir conditionnellement, conditionné par la société de nouvelles négatives, quoi. C'est comme quand vous allez au restaurant, vous allez plutôt choisir un plat qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien, au lieu de choisir quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, soyez conscient que cela, vous pouvez choisir à tout moment, vous avez le choix. De changer de conversation, de guider une conversation, de changer de poste télévisé, de changer de livre. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment va vous nourrir ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir ? Alors moi, j'étais chef d'entreprise, j'ai eu 50 personnes qui travaillaient pour moi à une certaine époque. J'aurais pas imaginé là, ça en te voyant. Là, j'ai eu de nombreuses personnes qui venaient sans cesse avoir des discours assez, on va dire, négatifs, des raconteries sur le dos de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pris l'habitude de parler avec l'univers et j'ai dit à l'univers, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je vois pas ce qu'il y a de constructif et je vois pas comment je peux, moi, d'un jugement, de papoterie, de raconterie, en faire quelque chose de positif. Et là, le lendemain, je reçois un email avec une petite histoire. Et c'est l'histoire de Socrate. C'est l'histoire d'un ami de Socrate qui va trouver Socrate et qui lui dit « Dis-moi Socrate, j'ai quelque chose d'incroyable à te raconter à propos de ton frère. » Et Socrate lui dit « Oh là là, attention, attends.
avant de me le dire, est-ce que ce que tu vas me dire, tu l'as passé à travers les 3 tamis? Là, l'ami lui dit quoi, les 3 tamis? Qu'est-ce que ça veut dire, les 3 tamis? Et ce crabe lui dit, oui, je suis sûr que tu as certainement passé ce que tu vas me dire à travers le premier tamis. Est-ce que tu es sûr que ce que tu vas me dire, c'est réellement vrai? Ça s'est réellement arrivé? L'ami réfléchit un bref instant et lui dit, on me l'a raconté, donc tu n'es pas à 100% sûr que c'est réellement vrai. Non. Ok, tu l'auras certainement passé à travers le deuxième tamis. Est-ce que ce que tu vas me raconter, ça va me servir à quelque chose? Il réfléchit quelques instants. À nouveau, l'ami dit, non, ça va pas vraiment te servir à quelque chose. Ok, c'est que tu vas certainement le passer à travers le troisième tamis. Est-ce que ce que tu vas me raconter, c'est positif? Et là, il ne réfléchit même pas, il dit, oh non, non, absolument pas, c'est absolument pas positif. Écoute, si tu n'es pas vraiment certain que ça s'est vraiment réalisé et que c'est vraiment vrai, si ça va me servir à rien du tout et que c'est pas positif, je ne veux pas le savoir. Donc, je vous invite vraiment de partir des 3 tamis. Et quand vous regardez quelque chose, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Est-ce que je suis réellement sûr que cette information, elle est véridique, elle est vraie, elle est vérifiée? Est-ce que la source est sûre? Et est-ce que c'est positif? Et s'il n'y a pas un des 3 tamis qui est présent et qui répond positif, je vous invite de mettre ce plat, cette manière de vous nourrir de côté, parce qu'elle ne vous sert pas. Vous n'allez rien pouvoir faire de constructif avec cette information, ou cette manière de vous nourrir. Et donc voilà, c'est juste du gâchis, du temps perdu et un détour que vous faites pour en fait arriver à l'essentiel, ce que nous recherchons tous, la liberté, l'harmonie et le bien-être. Alors souvent je pose cette question dans les émissions, mais si tout le monde suit les préceptes que tu viens d'indiquer, si tout le monde est gentil, si tout le monde est positif, on va trouver ça très ennuyeux finalement, la vie va manquer de sel. Absolument pas. La vie, il y a de multiples manières de nous aider quelque part à toujours goûter plus profondément à ce qu'on appelle le bonheur et l'équilibre. Ces préceptes, j'essaye au mieux que je peux, et je m'égare encore régulièrement, mais de les appliquer. Et pourtant, la vie, plus je les applique et plus la vie prend un goût profondément délicieux. On est toujours quelque part en train de jouer au jeu d'équilibriste. Posez la question à quelqu'un qui marche sur un fil en haute altitude. Il l'a fait 10 000 fois déjà. Et pourtant, il perd pas le goût à le faire. Hein. Oui, enfin, il y a toujours une notion de danger, de mort, parce qu'il peut tomber, donc il y a toujours un risque. Alors que si tout va bien, tout le monde est heureux, personne n'est méchant, la notion de risque a disparu. Dans ce qu'on appelle, oui, pardon, excuse-moi de te couper. Non, vas-y, c'est à toi. Dans ce qu'on appelle en fait cet équilibre. Il y a toujours le danger de sortir de l'équilibre. Et quelque part, à un moment donné, ce n'est plus un danger de perdre l'équilibre. À une certaine époque, je pensais, moi j'ai eu une école un peu du positif. Il faut être positif, il faut toujours faire mieux. Et donc je pensais que c'était ça la vraie école, la bonne école en fait. L'école qui pouvait mener à l'équilibre et à l'harmonie. Je pensais qu'il fallait pousser le positif à l'extrême. Mais j'ai très vite pu découvrir que plus on tire vers l'extrême de quelque chose, son opposé est toujours très très proche de nous. Et donc aujourd'hui, je préfère aller dans la modération et de trouver le juste milieu. Maintenant, le juste milieu, c'est quelque chose de très précieux, de très intime. Et donc, très régulièrement, nous faisons toujours, à un moment donné ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, nous faisons toujours l'expérience de ces deux pôles qui sont aux côtés de ce juste milieu. Et c'est cela qui nous permet à chaque fois d'avoir un petit rappel et de pouvoir redéguster quelque part avec beaucoup de conscience ce juste milieu. Alors revenons à l'enfance, on en parlait tout à l'heure. Alors est-ce qu'on a un capital de bonté, un capital de méchanceté selon toi, ou c'est équivalent, ou certaines personnes sont bonnes et d'autres sont mauvaises? Comment tu
Quelle est ton expérience sur cette question ? Je pense que nous sommes tous aussi bien que mauvais, sauf que nous l'exprimons autant. Nous avons tous ces deux pôles qu'on appelle le bon et mauvais. Maintenant, pour moi, le mauvais est aussi positif que le bon. Si j'avais aujourd'hui, je ne sais pas, un ange, un magicien ou que sais-je, quelqu'un qui aurait la capacité de me dire, voilà, j'efface tout ton passé et je n'ai que du positif dedans, que du beau passé là. Une belle enfance, sans difficulté, sans rejet, sans tristesse, sans douleur, une adolescence sans accident, sans extrême, sans dégoût, jamais j'accepterai. Je dirais non, je ne veux pas que tu changes mon passé. Parce que tous ces moments de douleur, tous ces moments d'écart, de dégoût, aujourd'hui, sont une immense richesse. Aujourd'hui, ce sont tous ces moments-là, avec aussi ces moments de plaisir qui font qui je suis. Et qui font aussi qu'il devient de plus en plus dur de me ressortir de cet équilibre que j'expérimente continuellement. Je ne dis pas, on n'est jamais arrivé quelque part. Il ne va pas y avoir un moment donné où on vous dit, on vous donne une médaille et puis on vous dit voilà, maintenant vous êtes complètement éveillé, vous êtes complètement accompli, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est continuellement, on peut affiner dans les domaines que nous avons choisis par rapport à nos valeurs. Et donc, c'est une grande richesse à partir du moment, bien sûr, qu'on a transcendé ces pôles et ces douleurs. À partir de ce moment, la douleur devient une grande richesse, une richesse infinie. Voilà. Alors, est-ce que l'être humain, selon toi, est-ce qu'on est apte au bonheur, on est apte au bien-être, ou c'est quelque chose qui se travaille ? Les deux, je pense que nous sommes aptes et ça se travaille en même temps. Il y a des moments où on travaille et puis il y a des moments où on déguste le fruit de notre travail. Moi, je prends toujours en comparaison la montagne. La vie, pour moi, c'est comme aller en haut d'une montagne. Et au début, on a beaucoup de gens pour l'instant, beaucoup de personnes pour l'instant qui quelque part changent de se dire il me faut plus pour être mieux. Et ils comprennent qu'ils veulent bien le relâcher de l'Est, lâcher dans la matérialité pour aller vers l'essentiel. Et quelque part, nous sommes tous dans notre quête de vie, nous sommes tous sur la quête de l'équilibre. Et cette quête, c'est comme aller en haut d'une montagne. Et malheureusement, quand on est dans cette quête, on n'a pas cette image. Et alors, il y a des moments où, quand on est dans la quête, on se dit « Ah, voilà, je suis inspiré, je sens que ça marche. Je viens de commencer un coaching ou j'ai fait un stage de développement ou je commence une technique de méditation. » Et puis, on sent que la mayonnaise, elle prend quelque part. Et on se dit « Ah, je suis inspiré, ma vie est en train de changer. » On sent qu'on avance. Et puis, à un moment donné, on ne sent plus rien. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de régresser. Et alors là, on redouble d'efforts. On fait encore plus de coaching, on va encore plus voir son thérapeute, on fait encore plus de méditation, etc. Jusqu'au moment où on est à plat, on n'a plus d'énergie, et puis on dit, ça ne sert à rien, ce cycle-là, j'arrête, j'abandonne. Et puis peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an après, on se dit, si je l'avais fait à fond, peut-être que ça aurait fonctionné, et on reprend. Et si on avait dès le début cette image de la montagne, on ne se dirait pas je suis en train de régresser, parce que en fait une montagne ne fait pas que de monter de A à Z. Une montagne, il y a plusieurs cols à passer. Et donc ça monte, et donc il y a des moments où on est inspiré, il y a des moments où on sent qu'on avance dans la vie, et puis quand on a passé un col, il y a des moments où il y a un plat. Et ce plat-là, ça veut dire, tu viens de passer ton premier col. Tu viens de passer, on pourrait, si on veut, le comparer à une école. On vient de passer les premières classes. Tu viens de passer ton premier examen. C'est le moment de fêter. C'est le moment de jouir de ce premier col que tu viens de passer. Et puis après, il y a une petite descente. Et c'est pas parce qu'il y a une descente qu'on est en train de redégringoler de la montagne. Non, on redescend le premier col. Et là, c'est le moment de se reposer. La vie, souvent, est cyclique. Et donc, nous avons ces temps d'effort, nous avons des temps où on fête, où on jouit de sa labeur, et puis, il y a des moments de repos. Et ça, c'est la descente. Et si on peut reconnaître ces 3 temps,
Eh ben, quand on est au bout de cette descente du premier col, on aura déjà régénéré notre énergie pour réattaquer la prochaine montée. Par contre, si on ne reconnaît pas ces 3 temps, eh ben, malheureusement, on est dans la joie parce qu'au début, ça monte, on est inspiré, on se sent enveloppé et on sent la progression. Seulement, quand il y a le plat et la descente, au lieu de jouir et puis de se reposer, on redouble d'efforts. Et donc, on gaspille toute son énergie. Et quand la prochaine montée arrive, comme on n'a plus d'énergie, eh ben on abandonne. Et je ne parle que d'expérience, puisque j'ai pu abandonner pas mal de fois, parce que je ne reconnaissais pas ces 3 temps. Mais alors, justement, toi, Michael, tu en es où dans l'ascension de ta montagne personnelle ? Alors moi dans la montagne, ce que j'ai pu découvrir, j'ai pu découvrir plusieurs temps. Alors je suis sûr qu'il y en a plein d'autres à découvrir. Là, je vais être un peu, je vais vulgariser, on va dire, ce que j'ai pu découvrir, expérimenter, et ce que d'autres ont pu partager avec moi, c'est que il y a un moment donné où on arrive en tant qu'enfant, pour moi, on est quelque part éveillé, on vit dans le moment présent. Être éveillé, pour moi, c'est être dans le moment présent. C'est vivre sa vie selon son ressenti, être en contact avec ses sens. Et puis, il y a un moment donné où justement on commence à mettre des masques parce qu'on veut avoir de la reconnaissance, et donc on quitte son ressenti personnel. Et là, on s'éloigne de soi. Et dans ce processus, progressivement, on s'endort, plus ou moins. On devient un peu comme des robots automatiques, à suivre des règles, à se mettre dans des cases, à agir par rapport à ce qu'on pense que l'autre attend de nous, etc. Et plus on joue ce jeu, et plus on s'endort. Et donc, ça c'est la deuxième phase où on s'endort. Et un jour, on est profondément dégoûté, ou on est très malade, ou tout simplement on est dans la douleur et on se dit mais c'est pas ça la vie, je m'éloigne du but là. Et là, à ce moment-là, quand on est profondément dégoûté ou profondément dans la douleur, il y a quelque chose qui nous tire et qui nous pousse à nous réveiller à nouveau, à sortir de tous nos mécanismes, à enlever nos masques. Et là, c'est la phase où on commence à se réveiller ponctuellement, de plus en plus longtemps. Et si on continue notre effort, à un moment donné, on s'éveille et on a des petits accomplissements, on a des petites illuminations. On a une illumination, c'est quoi ? Ce sont des prises de conscience. On a de multiples prises de conscience qui nous permettent de nouveau de retrouver ponctuellement ce bien-être. Et là, ce bien-être, on va l'étendre de plus en plus jusqu'à un moment donné, voir qu'il n'y a rien à chercher parce que tout est constamment autour de nous. Si on a l'aptitude de lâcher prise et de ne pas juste focaliser sur un point, alors on peut se rendre compte que la vie, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, va toujours reconfigurer votre environnement pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour jouir pleinement de ce moment. Et donc voilà, moi je suis, je pense, de plus en plus dans ce moment où j'arrive à jouir de ce que la vie, quelque part, nous offre à tous, et j'affine tout simplement, progressivement, cette présence, cette manière d'être, et quelque part, je suis aussi dans l'invitation que justement cette vie prenne place à travers moi et qu'elle me montre comment je peux accomplir mes valeurs profondes. Voilà. Comment tu expliques, tu disais à l'instant, il y a des gens qui cherchent, qui passent, moi je suis un peu effrayé, je rencontre certaines personnes qui passent de stage en stage, qui apprennent tout le temps, qui vraiment sont tout le temps en train de changer, mais finalement sont toujours aussi mal. Et puis tu as des gens pour qui tout sourit, tout va bien, qui ne se posent aucune question et qui sont très très heureux. Pourquoi c'est injuste tout ça, à ton avis ? Merci d'évoquer ça, c'est vrai. Il y a énormément de personnes qui sont tout le temps dans la salle de sport, j'appelle ça. C'est un peu comme, tu vois, les bodybuilders sur leur machine. Eh ben, eux, au moins, ils savent que s'ils veulent construire leurs muscles, s'ils veulent développer leur musculature et leur corps, il faut des pauses. Eux, ils le savent. Sauf que, moi, j'appelle ça les guerriers spirituels. Eux, c'est des samouraïs qui ne sortent pas de la salle de sport et qui ne font pas de pause. Et donc, ils n'arrivent pas à intégrer
Ils sont tout le temps en train de déstructurer. Et comme ils ne font pas de pause, il n'y a rien qui peut se construire. Et donc, en finalité, il y a des frustrations parce qu'ils sont complètement en dualité. Ils se disent, mais comment c'est possible? Je fais ma méditation tous les jours. J'ai une discipline d'enfer. Je continue. Et pour finir, j'ai pas l'impression d'avancer. Mais c'est normal. Il faut des moments d'intégration. Il faut vivre sa vie. Il faut sortir. Il faut passer son temps avec tout le monde, pas juste dans une salle de sport. La vie, c'est pas la salle de sport. La vie, c'est jouir aussi des efforts et des graines que nous avons plantées. Et là, de nouveau, en fait, il s'agit de ces 3 temps. Il s'agit de l'effort, il s'agit de la célébration et du repos. Eh bien, Michael Defay, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. D'accord, à tout à l'heure. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr. BTLV, c'est sur l'onglet boutique, l'occasion de commander les vidéos du château de Fougeray, de Brocéliande, de Rennes-le-Château et des rencontres du mystère et de l'inexpliqué 1 et 2. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Et aujourd'hui, si on allait mieux, la suite avec Michael Defay en direct de Belgique. Personne n'est parfait, n'est-ce pas, Michael? Absolument, personne n'est parfait, mais tout le monde a le droit de goûter à des petits moments de perfection. Alors, une question que je pose régulièrement à mes invités, tu as eu ton propre développement personnel, ta propre montagne que tu as gravie. Alors, à quel moment tu as décidé que tu allais aider les autres en faisant des stages, des formations, que tu allais coacher des personnes? À quel moment, tout d'un coup, on se sent responsable et on sent qu'on peut apporter son aide aux autres? Moi, j'ai eu aucun de ces moments-là. Non, moi, à aucun moment donné, j'ai décidé que je pouvais. Ça s'est fait de manière totalement naturelle. Ça a toujours été dans le partage chez moi. Bien sûr, il y a un moment donné où on s'affirme, où on affirme certains mots, mais je n'ai pas eu de moment où je me dis tiens, je vais maintenant, je suis prêt, je peux accompagner les gens, je peux leur servir. Non, ça a toujours été une quête personnelle. Et cette quête personnelle était tout simplement, progressivement, j'ai appris à me mettre ami, à partager autant les côtés positifs que négatifs de ma vie. Et à travers ces partages, les gens se sont reconnus. Et puis on a fait un petit bout de chemin ensemble, tout simplement, comme on peut le faire entre amis. Et puis à partager, à être authentique, à aider et inviter l'autre à être authentique, parce que je pense que l'un des majeurs facteurs aujourd'hui qui nous permettent de guérir de quoi que ce soit, c'est l'authenticité, la sincérité. Donc tu as toujours gagné ta vie avec ce travail de coach? Tu n'as pas eu d'autres occasions professionnelles qui n'avaient rien à voir avec le développement personnel? Ah si, absolument. Moi, j'ai commencé, je vais dire, ma vie dans une entreprise familiale qui est dans la restauration, le logement et l'événementiel. Donc, toute une partie de ma vie, j'étais dans ce secteur principalement. Puis j'ai voyagé pas mal aussi. J'ai voyagé d'abord de nouveau dans le secteur de la restauration, et puis ensuite ça a été une quête personnelle qui m'a... Justement, c'était le but de ma question. À quel moment tu as décidé de quitter la restauration pour justement gagner ta vie par d'autres moyens? D'accord. Alors, moi j'ai eu, parallèlement, pendant que je travaillais justement dans la restauration, ça a commencé où j'ai eu des gens qui sont venus vers moi, d'abord à travers la famille et puis des connaissances. Et puis, cette voix qui est là depuis mon enfance a commencé à résonner de manière beaucoup plus forte. Et je me suis retrouvé un jour à me dire, mais qu'est-ce que tu fais encore là? À servir des plats, à faire à manger, à organiser des événements. Ça n'avait plus de sens. Ça c'était mon cœur qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a plus de sens. Tu sais très bien que tu as autre chose qui t'attend.
Et pourtant, mon mental me disait, mais attends, tu as une belle situation, tu travailles en famille, tu peux te permettre beaucoup de choses, t'as un salaire qui est raisonnable, et puis tu as un emprunt, tu as une famille à nourrir, qu'est-ce que tu veux te lancer dans autre chose, c'est beaucoup trop risqué. Et donc j'ai vraiment eu une sorte de guerre intérieure entre mon cœur et mon mental. Et voilà, mon cœur a pris le dessus un jour, ça s'est fait progressivement, et une fois que je me suis lancé réellement, j'ai eu vraiment des belles opportunités aussi qui sont venues vers moi. On va dire que voilà, les synchronicités m'ont vraiment aidé à un moment donné de m'envoler et puis d'aller la voie du cœur quelque part, une voie qui est emplie de passion, puisque aujourd'hui je peux vivre tout simplement de ma passion. Mais justement, ce choix est difficile au niveau du mental, comme tu disais à l'instant. Mais alors, comment l'entourage réagit? Et c'est difficile de convaincre son entourage qu'on décide tout d'un coup de changer de vie? Oui, pour certaines personnes, oui, c'est vrai que ça peut être plus difficile pour certaines personnes. Moi, j'ai eu déjà la chance d'avoir ma famille qui quelque part a eu peut-être le choc quand je lui ai annoncé que j'allais arrêter et que j'allais partir. Mais en même temps, il y a eu une certaine compréhension et un respect quand même du choix que j'allais faire. Même si pour eux, ça n'a pas été facile. Alors dans les gens que tu vois, j'espère que tout le monde ne change pas comme toi radicalement de vie. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent continuer à aller de mieux en mieux et rester dans leur propre profession, ou tout le monde va devenir thérapeute et là ça va être terrible? Non, absolument pas. Alors moi, il faut savoir que ça n'a pas été si radical que ça s'est fait sur quelques années. Et vraiment, j'encourage, et j'aime bien cette phrase qui m'est apparue un jour dans la méditation, et qui dit que les grands changements nécessitent des grandes préparations. Vraiment. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui, du jour au lendemain, quittent leur boulot, quittent leur femme et vont s'installer dans un autre pays. J'ai pas mal d'histoires comme ça. Il y a des histoires qui réussissent assez rapidement, et puis il y en a beaucoup d'autres qui prennent beaucoup de temps pour réellement s'accomplir et se réaliser de manière homogène et dans l'harmonie. Et donc, il faut savoir que les histoires qui ont l'air des grands changements d'une seconde à l'autre ou d'un jour à l'autre et puis qui réussissent, il faut savoir que si vous allez voir en profondeur, tout a été préparé pour ces personnes-là. Elles se sont préparées de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas, il y a eu toute une base, toute une préparation qui s'est mise en place. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans ce cas et vous avez envie de changement, que votre vie n'a plus de sens, prenez votre temps d'avancer et de créer la base, créer une base qui est solide. Et donc voilà, il faut pas être dans l'heure qui veut vous faire croire qu'on peut changer comme ça d'une seconde à l'autre. Oui, c'est possible pour certaines personnes, mais même les personnes qui ont des grandes illuminations comme la foudre qui tombe dans une maison, je vous assure que souvent, après ces illuminations, ça leur prend des années et des années pour intégrer ces prises de conscience qu'ils viennent d'avoir, qui sont assez importantes. J'ai dit toujours, il y a deux écoles, deux grands courants d'écoles, il y a deux grandes écoles, il y a une école où ça peut se passer avec pénitence, et puis l'autre où ça peut se passer avec beaucoup plus d'harmonie. Moi, j'ai pu apprendre pendant des années de cette école qu'on appelle cette école douloureuse, et puis après, j'ai assez appris de cette école douloureuse et j'ai pu enfin passer dans cette autre école où on peut aussi apprendre dans le plaisir. Alors selon toi, quel est le rôle des synchronicités? La synchronicité, ça marche pour tout le monde, ou il faut avoir un don particulier, ou c'est la chance tout simplement? Alors, pour moi, la synchronicité, c'est quelque chose qui s'installe dans la vie, et tout le monde peut accéder à ça. Et pour moi, c'est rien de plus ni moins, pour l'instant en tout cas, qu'un beau petit clin d'œil qui nous dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là, ou tiens, t'es sur le bon chemin. Voilà, c'est un peu comme
c'est comme si vous étiez en train de rassembler toutes les pièces d'un puzzle, et quand vous avez une synchronicité, ça veut dire, tiens, là tu viens d'avoir une nouvelle pièce, hein, que tu viens de rassembler ou tu es sur le point de la rassembler. Voilà. Alors, synchronicité, l'intuition dans tout ça, c'est la même chose ou c'est encore autre chose? Alors l'intuition et une synchronicité, pour moi, c'est pas la même chose. Une synchronicité, c'est quelque chose qui va se répéter, voilà, et qui va un peu être, je dirais, dans les sondages, quelque chose d'improbable. Voilà, une synchronicité, c'est quelque chose qui devient un peu improbable. C'est comme une personne qui, à chaque fois qu'elle va regarder sa montre, ce sera 10h10, et puis ce sera 11h11, et puis ce sera 12h12 et 13h13. Mais ça devient un peu improbable de regarder à chaque fois sa montre quand on a des chiffres comme ça qui se répètent. Ça sert à rien. Il y a des synchronicités quand même qui sont plus utiles. Oui, il y a des synchronicités bien plus utiles, absolument. Mais voilà, j'en prends une qui, je suis sûr, va résonner dans pas mal d'oreilles là, des auditeurs qui vont écouter l'émission. Et puis oui, quelque part, on peut dire, elle sert à rien. Et puis, pour certaines personnes, ce sera quelque chose de rassurant. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui vont servir beaucoup plus que cela. Absolument, comme recroiser une personne plusieurs fois dans très peu de temps dans des grandes villes ou dans des situations complètement improbables, et puis il y a quelque chose qui va se réaliser à travers ces rencontres multiples. Mais alors les synchronicités agissent malgré nous ou est-ce qu'il faut les suivre ou est-ce qu'on peut les ignorer Comment on doit se comporter? Nous sommes des êtres libres, donc nous pouvons les ignorer, les suivre, mais de toute manière, une synchronicité, quelque part, va quand même toujours avoir un certain effet sur nous. Mais, bien sûr, c'est comme toute situation, nous pouvons développer les plus hauts potentiels, comme son contraire ou son milieu. Absolument. Maintenant, l'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous et qu'on va pouvoir suivre ou non. Alors qu'une synchronicité, quelque part, va être encore plus dure à interpréter. Une synchronicité, on sait, c'est rare les personnes que je connais qui reconnaissent le plein potentiel d'une synchronicité. Mais alors, l'intuition, ça vient d'où, à ton avis C'est quelque chose qui nous conseille ou ça vient de nous-mêmes ou c'est quelque chose qui vient de l'univers? Quel est ton avis sur la question? Alors, mon avis sur la question, l'univers ou nous, quelque part, ça se rejoint. L'univers, pour moi, nous sommes l'univers, sauf que là, nous ne prenons que, dans ce corps et à travers le corps physique que nous avons, nous ne prenons qu'un point de vue focalisé, en fait. Et donc, cette intuition peut venir de plein d'endroits différents. Mais oui, elle provient de l'univers, puisque l'univers, c'est pour moi, en tout cas dans ma définition, c'est le tout. Et donc forcément, si quelque chose vient de quelque part, ça vient déjà du tout. Maintenant, cette intuition, il faut voir d'où vient l'information. L'intuition, c'est une information qui pousse à l'intérieur de nous comme une petite graine et qui émerge à un moment donné qu'on peut capter. Et donc cette petite graine, faut voir dans quel milieu elle a été plantée, quel type de graine que c'est, et donc quelle utilité qu'on va en faire. Voilà. Alors Michael Defay, aujourd'hui ta vie, qui vient te voir et pourquoi faire? Alors, qui vient me voir de plus en plus? Alors, moi, j'ai eu une phase très, très thérapeutique où j'ai eu des gens qui venaient avec des problèmes très, très divers. La première personne qui est venue me trouver faisait des acouphènes tellement forts que chaque semaine, elle tombait dans les pommes tous les 2 jours. Donc, je l'ai accompagnée pendant très longtemps. Elle vient encore me voir de temps en temps, mais pour d'autres raisons, heureusement. Et donc, j'ai eu pas mal de problèmes d'ordre physique au début. J'étais un peu le dernier espoir de beaucoup de personnes, en tout cas au début. Et aujourd'hui, mon accompagnement est beaucoup plus dans le groupe, quoique je fais encore de l'individuel, mais comme j'ai de plus en plus de personnes qui viennent vers moi, ça devient de plus en plus dur de faire de l'individuel. Et donc, je vais beaucoup plus vers aider des groupes. On a créé des chambres d'hôtes avec un centre ici dans mon petit village en Belgique, mais on se déplace très régulièrement aussi. Et donc là, on reçoit des groupes où on travaille
On a créé une école avec Anne-Françoise Faure et Brie aussi. Et donc, dans cette école, nous avons 2 courants. On a un courant qui est progressif, qui va d'abord traiter le passé, parce que tant que nous n'avons pas traité notre passé, il est impossible de vivre pleinement le moment présent, de jouir pleinement de tout ce que la vie peut nous offrir ici et maintenant. Et donc, ça, c'est une retraite de 5 jours où on va travailler sur les blessures émotionnelles du passé. Ça se fait en tête-à-tête ou c'est vraiment que des groupes ? Ce sont des groupes, oui, principalement des groupes, mais des petits groupes parce que c'est très intensif. Et on est à 2, mais malgré qu'on soit à 2, on ne sait que prendre qu'une dizaine de personnes parce que voilà, chaque cas est unique et donc on aime vraiment accompagner les personnes de manière personnalisée. Même si on est un groupe, c'est très personnalisé ce qui se passe. Et puis c'est plutôt un voyage intérieur. Hein. C'est pas nous qui faisons le travail, nous aidons les personnes à trouver les clés et à être leurs propres guérisseurs. Pour ne pas devenir dépendant non plus du thérapeute ou de la personne qui accompagne, et puis de pouvoir continuer le chemin une fois qu'on ressort du stage ou de la retraite. Et donc, il y a ces 5 jours-là qui sont suivis après de 45 jours de nettoyage des chakras qui nous permettent justement de travailler le moment présent, de nous développer pleinement et puis de retrouver une assurance, surtout par rapport aux chakras de base. Le premier étant la sécurité matérielle et familiale, et souvent on a des grandes lacunes dans ces domaines. Le deuxième étant la relation à 2, la force sexuelle, le pouvoir de la manifestation. Et là, de nouveau, on rencontre de multiples personnes qui ont de grandes lacunes aussi dans leur relation à 2 ou dans la force de leur manifestation. Et puis le troisième chakra étant le centre des émotions. Et là, malheureusement, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions quand nous arrivons sur ce monde. Et nous insistons surtout sur ces 3 premiers chakras, parce qu'aujourd'hui, on rencontre énormément de monde qui deviennent clairvoyants, clairaudients, qui deviennent thérapeutes. Donc, on a une grande facilité d'aller se connecter quelque part à l'univers, à avoir des intuitions, à vivre des phénomènes intérieurs. Mais souvent, on ne sait pas où on va chercher l'information, on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et souvent, même si c'est tellement merveilleux, on n'arrive pas à intégrer, à incarner tout cela ici et maintenant dans la matérialité. Et ça, je trouve ça très dommage parce que tôt ou tard, toutes ces personnes vont avoir une grande frustration, une grande dualité parce que quand ils partent dans leur méditation ou que sais-je, dans leur travail intérieur, ils sont amenés à vivre des choses extraordinaires et dès qu'ils reviennent, ils sont incapables à les manifester ici. Et donc, nous agissons surtout d'abord sur ces chakras du bas pour aider les personnes à intégrer et à épanouir ces centres énergétiques et s'épanouir à travers ces centres dans la vie physique quotidienne, avec leur entourage, avec leurs proches. Et ça, je pense que on est arrivé à un moment où il est important de revoir un peu les chakras du bas au lieu de continuellement chercher à ouvrir les chakras du haut. Alors pour faire ton travail, Michael, c'est uniquement de la connaissance, des choses que tu as appris toi-même, ou tu penses qu'il faut avoir un don? Parce que tu disais à l'instant que justement il y a de plus en plus de gens qui se trouvent médiums, clairvoyants, qui ont des capacités en énergie, donc visiblement le monde bouge. Mais alors, ce sont des capacités qui sont données à tout le monde, ou c'est comme la musique, tout le monde peut apprendre la musique, mais bon, tout le monde n'est pas Mozart. Voilà, ça c'est vrai. Tout le monde peut apprendre la musique, tout le monde n'est pas Mozart, c'est vrai. Maintenant, moi je suis venu au monde, j'étais pas Mozart, et j'ai appris la musique spirituelle, la musique thérapeutique, la musique holistique. J'étais passionné tout simplement, mais il m'a fallu apprendre. Il y a certaines choses, il m'a fallu des années, d'autres ça a été plus vite. Mais tout ça peut s'apprendre. Hein. La clairvoyance, la clairaudience, tout ça, ce sont des choses que nous pouvons intégrer. Pour certaines personnes, ça va aller plus vite, d'autres, ça va prendre plus de temps. Après, c'est pas important. Quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, quand on a trouvé sa voie, le temps n'est pas important. On a parlé de monter au sommet d'une montagne. Le but, c'est pas le sommet de la montagne. Le but, c'est le chemin, c'est de parcourir jusqu'au sommet de la montagne, dans la passion, dans la joie, dans l'harmonie. C'est ça le but. C'est de continuellement pouvoir respirer et jouir du moment et de tout ce que ce moment peut nous offrir. Et donc, à partir de ce moment-là, ça n'a aucune importance. Le temps n'a plus vraiment d'importance. On est juste ici,
à jouir et à rayonner quelque part. Alors, il y a aussi le libre arbitre. Il doit y arriver aussi des cas de personnes qui ont certains dons et qui ne les utilisent pas. Alors, est-ce que on peut fermer ces dons et s'occuper d'autre chose et ne pas forcément s'en occuper, ou est-ce que c'est pas bien, justement? Oui, là c'est une autre partie. Moi j'ai plus de 55, je dirais plus ou moins, plus de 50% des personnes qui viennent me trouver sont des thérapeutes, sont des personnes qui ont développé des dons, qui ont eu peur de certains dons, qui les ont rejetés, et qui à un moment donné ou à un autre, alors on peut refermer des portes, mais à un moment donné ou à un autre, le passé nous rattrape à chaque fois et les portes se réouvrent avec plus de puissance encore, et puis il y a une certaine frustration qui s'installe à l'intérieur de nous parce que nous ne sommes pas alignés avec nos valeurs pleinement et avec ce qui fait partie intégrante de nous. Donc nous aurons toujours bon de rejeter des parties de nous qui vont venir à un moment donné ou à un autre, de nouveau, ils vont venir s'exprimer avec force et vigueur et nous redonner une occasion de nous réaligner, de retomber dans l'harmonie de ce que nous sommes. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'êtres qui arrivent avec certaines facultés qui ont été mal compris par leur environnement, et puis qui ont eu peut-être aussi des peurs et des chocs émotionnels par rapport à ce qu'ils ont vécu, et donc ils ont refermé des portes. Et il m'arrive fréquemment d'aider certaines personnes de réouvrir les portes, mais de manière harmonieuse, ou alors les portes sont de nouveau ouvertes, mais il y a tellement de jugements face à ces portes que nous vivons une grande dualité. Et donc c'est d'aider les gens de sortir de cette dualité. Cette dualité vient souvent de notre jugement que nous portons face aux émotions, face aux choses que nous ressentons. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui ont des petits dons, avec des petites clairvoyances, et puis il y a l'ego aussi qui se mêle à tout ça, et ça peut être souvent destructeur, parce qu'il y a des gens qui se prennent un petit peu pour ce qu'ils ne sont pas, quoi. Des sortes de gourous, ça, je trouve que c'est un peu effrayant, et ça peut exister aussi, quoi. Et il faut s'en méfier. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens rencontrent à un moment donné ou à un autre dans leur vie. Je pense que c'est un obstacle que nous rencontrons tous, sauf que certains ont déjà une certaine position et beaucoup de gens autour d'eux, et qui va rendre cette situation encore plus compliquée. Mais nous sommes tous amenés un jour ou à un autre à cette illusion de croire que nous sommes arrivés à quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est une illusion que nous serons tous amenés à dépasser à un moment donné ou à un autre de notre vie ou d'une autre vie, d'ailleurs. Et puis, je rencontre même des personnes qui sont en relation avec des êtres qui sont dans cette illusion, qui se croient quelque chose et qui n'ont pas pleinement accompli ce plein potentiel qui est en expansion, bien sûr, mais à un certain niveau. Et pourtant, il y a une phrase qui dit quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et le maître, en fait, il est présent partout. Et même à travers certains faux gourous, on va dire, ou faux thérapeutes. Et c'est pour ça que même un faux thérapeute, entre guillemets, parce qu'il y a quelque part un faux thérapeute. C'est comme dans tous les métiers. Un faux thérapeute, c'est quelqu'un qui veut faire, qui dit qu'il fait du bien alors qu'il met aucun cœur dans ce qu'il fait. Il n'a aucune envie de faire du bien, et puis il encaisse juste de l'argent. Voilà. C'est ça un faux thérapeute. Mais à partir du moment où on a quelqu'un qui veut aider, qui a envie d'aider, ça devient un thérapeute déjà, même s'il n'a pas pleinement la connaissance. Et donc c'est vrai que nous avons des personnes qui n'ont pas la connaissance, mais qui veulent les gains, et donc forcément ils ont quand même des résultats. Parce que l'intention prime. Après, nous avons peut-être des êtres, j'ai pas l'impression d'en avoir rencontré, mais je pense qu'il y a de tout dans ce monde, donc c'est forcément possible qu'il y en ait aussi, qui se disent thérapeutes, gourous, maîtres, et qui ne veulent absolument pas aider, et qui veulent même peut-être faire le contraire, vous pompez votre énergie, ou que sais-je. Ça doit être possible, oui. Et bien, dans ce cas-là, on a un faux. On a un faux parce qu'on dit vouloir faire quelque chose qu'on ne souhaite pas. Voilà.
Alors justement, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a de plus en plus de thérapeutes. C'est difficile de faire un choix. Alors, comment on peut faire confiance? Oui et non. C'est difficile et en même temps, ça devient de plus en plus facile. Alors, avant, comme on n'avait pas tous ces moyens de communication, on ne pouvait que se servir de ce qui se présentait à nous, ou ce qui était vraiment dans notre environnement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous pouvons visualiser plein de choses. On a très facile de rentrer en contact les uns avec les autres. On peut se renseigner. Il y a de plus en plus de témoignages. Et donc, pour moi, quelque part, c'est vrai que ça devient plus difficile parce qu'il y a tellement de choix. On ne sait plus quoi choisir. Mais en même temps, c'est facile de rentrer en contact. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est quand vous vous décidez pour un thérapeute, pour quelqu'un qui accompagne, pour un maître dans une technique ou dans une autre, prenez le temps de rentrer en contact avec cette personne. Prenez une demi-heure, prenez 1 heure à lui parler, et puis écoutez votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Quand vous êtes heureux, quand vous vous sentez bien dans une conversation, quand vous vous sentez rassuré, c'est un signe que votre corps se sent en alignement. Alors allez-y, faites plusieurs pas avec cette personne, jusqu'au jour où votre corps vous dira j'ai absorbé ce que je pouvais, c'est le moment de passer à autre chose. Voilà. Mais donc c'est vraiment être à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de nous, parce que quand on ne se sent pas bien avec une personne, le corps nous le dit aussi, on ne se sent pas bien, on a un stress, une boule dans le ventre, on ne le sent pas, tout simplement. Voilà. Et donc moi, ce que je peux juste conseiller aux gens, quand on ne sait pas quel est le bon plat, quand on voyage dans un autre pays, qu'on ne connaît pas ce pays, qu'on ne connaît pas les habitudes, qu'on ne connaît pas la nourriture qu'on sert là-bas, on n'a pas d'autre choix que de goûter aux différents plats pour finalement savoir qu'est-ce qui nous plaît. Ici c'est pareil, nous avons cette faculté aujourd'hui de pouvoir goûter à plein de choses. Si vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous convient, continuez à goûter à d'autres plats. Voilà. Et pour finir, vous tomberez sur des plats qui vous conviendront. Alors, Michael Defay, on arrive malheureusement bientôt au terme de cette émission. Alors, le bien-être, le bonheur, c'est loin de nous? Ou il y a des gens pour qui c'est plus loin que d'autres? Alors, le bien-être et le bonheur, il est aussi loin et aussi près pour chacun d'entre nous. Parfois, on vit une douleur intense, on vit un mal-être profond. Et quand on vit ces douleurs et ces malheurs profonds, parfois le simple petit espace de respiration nous procure un bonheur intense et un petit répit, aussi petit qu'il soit. Et il faut se raccrocher à ce répit pour faire le prochain pas. Et croire en une solution, croire en le but que vous recherchez. Et en tout cas, je peux témoigner, je suis le témoin vivant d'avoir été renversé 2 fois par une voiture en frontale, d'avoir eu une main dans la tondeuse, de m'être retrouvé entouré de feu, et j'ai pas mal d'autres anecdotes que je pourrais raconter. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là, je respire, je suis heureux, j'ai pu retrouver un équilibre, j'ai pu retrouver la santé, et donc c'est possible. C'est possible. Et regardez autour de vous, recherchez d'autres témoignages et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres gens aussi qui ont vécu le désarroi les plus totales et qui sont ressortis. Et dernière question, Michael, combien de minutes par jour tu es heureux? Alors ça, c'est une belle question. Je dirais le plus possible. Je ne saurais pas te dire. Bon. Je sais même pas par cœur combien de minutes il y a dans une journée, mais en tout cas, pour moi, le temps n'a plus beaucoup d'importance. C'est juste que chaque moment, j'essaye. Et merci. puis... Merci Michael d'avoir partagé cette heure en ma compagnie. Merci infiniment et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir. Merci à toi aussi. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Pour contacter François Demier, envoyez un mail à françois@btlv.fr. Alors Max, combien de minutes par jour tu es heureux?
Uniquement quand tu es chez BetLV? Bah oui. Et Et puis avec ta après, copine ou avec... bien sûr. Puis il faut oublier les minutes que je dors aussi, donc voilà, c'est... Voilà. Voilà, c'est une bonne piste, donc on va l'étudier lors d'une prochaine émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout restez connectés sur BetLV. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités.